Madame, Messieurs, bonjour. Décryptage des informations sur WAB Information TV. Aujourd'hui, nous allons parler de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous le savez très bien, les affrontements ont encore repris. C'était ce hier à Walikale, centre. Nous sommes dans ces mêmes territoires, les grandes aires, dans la province du Nord Kivu. Nous allons en parler avec notre invité. C'est un journaliste, un chercheur, vous le savez, et vous lui connaissez déjà sur WAB Information TV. Lui, c'est Nikez Kibelbel, le directeur général de Somédia et journaliste de profession et formateur également. Monsieur Nikez, bonjour et bonne arrivée. Merci, bonjour, chers confrères. Les affrontements ont encore une fois repris alors que le M23 avait fait une déclaration selon laquelle il ferait un retrait pour donner la chance aux négociations. Mais quand même, c'est hier, les affrontements ont repris. Dites-nous comment est-ce que vous jugez ces affrontements d'hier? Merci. D'abord, dans la guerre, on ne fait pas confiance à l'adversaire. Pourquoi? Parce que les objectifs que chacun poursuit peuvent ne pas être les mêmes que pour les protagonistes. Vous savez que lorsque le président Félix Tshisekedi rencontre le président Paul Kagame à Doha, au Qatar, le M23 se trouve à Kibati plutôt. Kibati à la frontière avec les Massissi, c'est à presque 100 km de Walikale. Le même jour où on annonce un cessez-le-feu inconditionnel, le M23, le lendemain, il fonce sur Walikale. Il prend Walikale centre. Et quelques jours après, selon des sources, il y a eu des bombardements. Il se retire en disant « je donne la chance à la paix ». Et nous en avons parlé. Les trois composantes vont féliciter. Les FARDC prennent acte en disant, pour vous croire, vous devez reculer jusqu'à Kibati. Le Rwanda parle de repositionnement. Nous en avons parlé avec vous en disant, il y a une différence en termes de sémiologie, de sémantique, entre un retrait et un repositionnement. Et le Qatar va prendre acte. Alors, mais ce repositionnement, parce que les termes utilisés par le Rwanda, c'est ces termes-là qui expliquent que le Rwanda était sur une bonne lecture du front. Le repositionnement signifie simplement changer de position pour mieux avancer. Alors, effectivement, dans ce repositionnement, on s'est rendu compte que le M23 essayait d'emmagasiner, pas emmagasiner en termes simples, mais disons, essayer de renforcer son front en amenant des avions, en amenant des munitions, ainsi de suite. Et les FARDC ayant appris, ils ont bombardé, c'est ce que nous avons appris. C'était ce tir. C'était jeudi 27 mars 2025, les FARDC ont bombardé l'aérodrome de Kigoma. Donc cela signifie que, en réalité, lorsque les gens s'affrontent, parce que les affrontements, c'est l'échec de la politique, lorsque les gens s'affrontent, on ne peut pas leur donner carte blanche sur tout ce qu'ils racontent. Mais on dit qu'il y a un aéronef qui a été bien évidemment bombardé, ce qui appartiendrait au M23. C'était bombardé là-bas à Kigoma. Nous, est-ce que réellement vous pensez que c'est vrai? Parce que le M23 a réfuté, disant que ce n'était pas vraiment à son aéronef. Alors, le problème, il est complexe à l'heure des réseaux sociaux. Pour qu'un aéronef appartienne au M23, il y a deux choses. Soit il l'achète, soit il fait le leasing, c'est-à-dire il loue. Alors, dans la mesure où les images ont circulé sur les réseaux sociaux, avec un aéronef qui prenait feu au niveau de Walikale, il est difficile de savoir qui a mis les images sur les réseaux sociaux, parce que les FARDC n'ont pas fait un communiqué comme quoi nous venons de bombarder. Donc c'est difficile. Mais une chose est vraie, qu'il y a eu des affrontements. Et quand il y a des affrontements, il y a des dégâts. Des dégâts humains et des dégâts matériels. Donc, le M23 fait un communiqué, le FARDC a fait un communiqué, les deux s'accusent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà, il n'y a pas de fumée sans feu, selon M. Nikez Kibelbel. Les forces armées
de la République démocratique du Congo, FARDC, avait pris acte de ces retraits du M23, puis les deux protagonistes, donc le M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo, se sont accusés de non-respect du cessez-le-feu. Dites-nous, monsieur Nikez Kibebel, on peut dire que ces deux parties ne se font pas confiance. Effectivement, d'abord, le cessez-le-feu était unilatéral. C'est le M23 qui a dit, bon, écoute, moi, j'estime qu'à l'heure qu'il est, je dois arrêter. Et donner la chance aux négociations. Oui, donner la chance. Donc c'était unilatéral, on ne lui a pas demandé. Parce que quand on avait demandé, les M23 fonçaient sur Walikale. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, tout le monde connaît la formule de Mao. Mao, le chinois. C'est-à-dire, se battre tout en négociant. Hein, bon, les termes anglais m'échappent un peu pour ne pas commettre de fautes. Disons que tout en négociant, dans le front diplomatique, on négocie, mais sur le front militaire, on continue la guerre. Donc, en fait, ça a été même pratiquement la stratégie du Rwanda depuis 1990, du FR, du Front patriotique rwandais. Donc, ça, on ne peut pas s'étonner. Alors, ce n'est pas aussi la première fois. La morale de la guerre se pose sur le vainqueur et le vaincu. Il n'y a pas de match nul dans la guerre. Il n'y a pas de match nul dans la guerre, selon M. Nikez Kibebel. Qu'est-ce que ces affrontements ont à voir sur les processus de la paix dans l'Est de la République démocratique? Alors, les affrontements, c'est comme une épine dans le pied. Ce nouveaux affrontements, bien sûr. Oui, oui, c'est comme une épine dans le pied. Pourquoi? Parce que nous sommes à un tournant. Le mois de mars a connu beaucoup de rebondissements. Il y a eu la sanction des États-Unis sur deux membres. Il y a James Kabarebe du Rwanda et il y a Lawrence Kanyuka de la RDC. Donc, il y a eu les sanctions. Il y a eu des sanctions de l'Union européenne sur 9 personnes, rwandaises et congolaises. Il y a eu la résolution 2773 qui demande l'arrêt immédiat des affrontements, cesser les feux et les négociations. Il y a eu aussi l'EAC et la SADC. Enfin, il y a eu, pas enfin, mais il y a eu Qatar, Doha, et enfin, il y a eu la nomination des 5 médiateurs. C'est-à-dire que on est dans la douleur d'accouchement. Dans cette douleur d'accouchement, les affrontements compliquent encore les choses. Parce que, au fait, chacun veut se trouver en position de force. Imaginez que le M23 arrivait à Kisangani, il va refuser les affrontements. Nous connaissons l'histoire d'Otenika, entre Mouzé, Laurent Désiré Kabila et l'AFDEL. Entre Mouzé, Laurent Kabila, l'AFDEL et Mobutu. Et Mobutu avec Mozaïre. Oui. Donc, Mobutu qui négociait alors que l'AFDEL avançait. Et quand l'AFDEL prend Kisangani, et prend Lubumbashi, finalement, Mouzé refuse toute négociation. Donc, c'est vraiment la ligne de front lorsqu'elle avance. Les protagonistes qui se sentent en position de force, dans le rapport de force, ils refusent toute négociation. Donc, ça complique les négociations. Et cela fait craindre également que si et seulement si le M23 arrivait à avancer, il arrivera à un moment où il refusera les négociations. Alors, il y a deux scénarios. Le premier scénario, c'est que le M23 avance. Et lorsqu'il avance, par rapport au rapport de force, il est au-dessus. À ce moment-là, il refuse catégoriquement les négociations. Mais n'oubliez pas que nous sommes dans une guerre. Et dans une guerre, il y a des batailles. Donc, vous pouvez gagner des batailles sans avoir gagné la guerre. La guerre, bien sûr. Vous savez que le M23, pour sortir du Nord Kivu, il a mis 3 ans. Massissi et Rutshuru. Pendant 3 ans, il s'est battu. Peut-être qu'il était en train de se préparer, comme a dit. Tant mieux, mais ils ont mis 3 mois, et 3 ans. Nous faisons des analyses. Ils ont mis 3 ans. L'AFDEL, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération, ils ont mis 6 mois. Parce qu'ils ont commencé en octobre 96, et déjà, au mois de mai 97, on proclamait la République avec Mouzé, Laurent Désiré, comme président. Donc, ils ont mis 6 mois. Lorsque le RCD naît, le RCD vient pour rectifier. C'était un mouvement de rectification. Pour le RCD, il mettrait 3 mois. Ils ont commencé par le raid sur Kitona. Et malheureusement, le RCD n'est jamais arrivé à Kinshasa comme force militaire. Le RCD s'est englué dans des querelles. Le RCD a mis 4 ans, de 98 à 2000, pratiquement en 2003, ça fait 5 ans, avant d'aller dans les négociations et de se partager le pouvoir. Le CNDP n'est pas allé très loin. Le M23, le premier M23 n'est pas allé très loin. Le M23 New Look aujourd'hui
est allé assez loin. Donc, dans les batailles, dans la guerre, il y a des batailles. On peut conquérir une grande ville, on peut conquérir la capitale, et là, je vous reviens sur le Soudan. Vous voyez que les forces de réaction rapide avaient conquis la capitale Khartoum, avaient chassé le président de la République 2 ans durant, et au bout de 2 ans, avant-hier, le 25, le président de la République est entré triomphalement dans Khartoum. Donc, ils avaient perdu des batailles, mais pas la guerre. Pas la guerre. Voilà. Ok. À ce stade, selon vous, monsieur Niquez, vous êtes chercheur, est-ce qu'on peut dire que le M23 est en position de force? Alors, dès lors que le M23 occupe des localités, dès lors que le M23, RDF, ne permet pas à Kinshasa de contrôler toute la République, dès lors que des portions de terre échappent au contrôle de l'État central, le M23 est en position de force. Alors, le M23, Kinshasa, pour renverser la position de force, parce qu'il faut aussi dire que Goma et Bukavu ne représentent pas la moitié de la République. Assurément. Donc, si Kinshasa estime qu'il faut battre le M23 sur le plan militaire, il le fera. Et s'il le réussit... Et ça sera possible. Nous sommes en guerre. Comme je l'ai dit, nous sommes en guerre. Jusque-là, ce sont des batailles gagnées par le M23. Mais nous sommes en guerre. Ça peut être possible. Les battre militairement. Alors qu'ils sont nous sommes dans les probabilités. Okay. C'est-à-dire que rien n'est exclu. Parce que la guerre, c'est aussi la chance. La guerre, c'est comme un jeu d'échecs. C'est comme un jeu de dames. Quand vous êtes distrait, on vous frappe. Okay. Donc, on connaît aussi l'histoire de Rome. Avec Carthago de l'Inde Est. Hannibal, le Carthaginois, il a battu, il a conquis toute la Mare Nostra, c'est-à-dire toute l'Empire romain. Mais il arrive à quelques pas de Rome. Il dit, bon, puisque Rome est à notre portée, faisons la fête. Ils ont fait la fête, ils ont bu, ils se sont saoulés, alors que les Romains se sont préparés et avant même de lancer l'assaut sur Rome, les Romains les ont attaqués et ils ont battu Hannibal, les grands stratèges. Donc, la guerre, c'est comme un jeu, c'est comme même le match de football. Vous pouvez mener et à la dernière minute, vous vous rendez compte que par une petite faute, l'équipe adverse vient de marquer et vous perdez le match. Vous connaissez l'histoire de remontada avec Barcelone contre Paris Saint-Germain. Battu 5-1, au retour c'est 6-1 et Barcelone gagne. Donc, tout est possible. C'est la guerre, c'est comme un jeu. Il y a les phénomènes chance qui entrent. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Voilà, M. Niquez, le président angolais avait annoncé que vraiment il se retire dans les processus de paix à la République démocratique du Congo. Mais le président congolais y était avant-hier. Est-ce que cela peut donner également la chance de répondre avec les négociations à la République démocratique du Congo pour l'Angola? Alors, l'Angola est notre allié stratégique. Nous partageons les frontières, nous partageons aussi du point de vue culturel, tout ça, ainsi de suite. Mais pas seulement ça. L'Angola a piloté la feuille de route de Rwanda. Mais au-delà de cela, le président angolais devient le président de l'Union africaine pour un mandat d'1 année. C'est-à-dire qu'on ne peut pas couper les contacts. Parce qu'au finish, c'est l'Union africaine qui a désigné les médiateurs. Vous comprenez? C'est-à-dire que le président angolais, en étant président de l'Union africaine, a toujours un regard sur le processus. Parce qu'il voudrait que son mandat, durant son mandat, qu'on puisse taire les arbres, qu'on puisse éteindre le feu partout où ça brûle. Ça sera pratiquement dans ses actifs, en disant, moi, comme président de l'Union africaine, voici ce que j'ai fait. J'ai éteint le feu à l'est de la RDC, j'ai éteint le feu au Soudan, ainsi de suite. Donc, le président Tshisekedi a toutes les raisons possibles d'aller voir son homologue Lorenzo. Donc, il n'y a pas à spéculer, c'est comme cela, c'est dans la nature normale des choses. Donc, c'était une décision vraiment brutale qu'a pris le président angolais Lorenzo. Alors, vous savez, une décision, on disait que les Grecs, avant de prendre une décision, ils devaient être saouls. Ils s'enivrent et puis après, ils ont la lucidité. Une décision se prend même sous pression. Le président angolais, c'est un homme, et comme tout être humain, a des sentiments. Il faut le dire à haute voix, il a été déçu. Notamment, il convoque une réunion à Luanda, et le même jour,
les deux homologues se retrouvent à Qatar, plutôt au Qatar. Donc, comme humain, il doit être déçu. Mais comme j'ai dit, le choix, la décision concourt à beaucoup de faits, beaucoup de phénomènes. Vous pouvez être sous pression. Vous pouvez aussi dire à orgueil personnel, orgueil masculin, j'ai dit j'arrête. Et effectivement, le président angolais a trouvé qu'il était temps d'arrêter. D'ailleurs, c'est la deuxième fois. Parce qu'avant, il avait même dit que, écoutez, moi, comme je vais à l'Union africaine, chercher un autre médiateur. Et curieusement, il a fait un rétropédalage qui a surpris tout le monde. Qui a surpris tout le monde. Donc, c'est normal que le président angolais, comme humain, puisse se sentir lésé, vexé et dire, bon, écoutez, avec un fair play, j'arrête, mais comme étant président de l'Union africaine, j'ai le regard sur ce qui va se passer. Que répondez-vous à tous ces Congolais, surtout sur le net, qui sont en train de dire que le président angolais avait dit cela parce qu'il se croit fatigué. Donc, il se retrouve vraiment fatigué avec cette affaire de la RDC. Il ne se retrouve pas fatigué. Vous savez, un négociateur, un médiateur, on voit d'abord non seulement les qualités morales, mais la résistance, la résilience. Moi, je me souviens à l'époque avec Moustapha Niasse, à Sun City, je lui ai posé la question clairement. Comment vous faites avec tous ces désordres des Congolais? Alors, il m'a donné un livre qui s'intitule La colère. Il dit, avant de venir en Occident, on m'a conseillé, pour affronter les Congolais, il faut acheter ces livres. Donc, chaque jour, il lisait pour que le lendemain, il ne se retrouve pas fâché au regard de tout ce qui s'est passé en République, le comportement des Congolais à Sun City. Donc, lorsqu'on choisit un médiateur, s'il sait qu'il ne va pas réussir, il dira non, je ne peux pas le faire. Mais c'est une aventure, donc ce n'est pas qu'il est découragé, non. Au contraire, il est monté en grade, si je peux dire ainsi, parce que c'est lui qui patronne l'Union africaine aujourd'hui. Donc vous comprenez que en tant que patron de l'Union africaine, il a le regard, le droit de l'œil sur tout ce qui se passe sur le continent et même en dehors du continent concernant le continent. Nikez, répondez-nous à cette question, s'il vous plaît. Quelles sont les conditions minimales pour un véritable cessez-le-feu afin de répondre les négociations pour la République démocratique du Congo? Alors, connaissant le terrain, les conditions minimales, je dirais la bonne volonté. Or, vous savez que même l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais les conditions minimales doivent être des pressions. Et les pressions doivent être traduites en sanctions. Et celui qui peut sanctionner ne peut être celui qui est fort, qui est plus fort que les sanctionnés. C'est-à-dire qu'on doit mettre une barre en disant, par exemple, vous commencez les négociations, celui qui ne le fait pas, voici la sanction, l'épée de Damoclès sur sa tête. Et à ce moment-là, les gens vont aller. Parce que ceux qui ont pris les armes, ils disent chaque jour que notre objectif, c'est Kinshasa. Alors, vous leur dites, vous n'arriverez pas à Kinshasa avec les armes, vous devez négocier. Ils ont un discours contre Tshisekedi. Ils disent tous les mots de Tshisekedi. Alors, quand vous leur dites négocier, même quand ils ont envie de négocier, mais aux yeux du public, ils se sentent vexés, ils se sentent humiliés. Alors, ils disent, bon, non, 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 alors, on met des pressions. Kinshasa aussi qui avait dit, moi, je ne négocie pas. Lorsqu'on lui dit négocier, alors, chacun s'arrange. Mais dans une négociation, chacun laisse le plume. Donc, il faut des pressions et ne peuvent mettre des pressions que des gens qui sont plus forts que les belligérants. Donc, il faut des pressions pour que le minimum possible, on puisse amener les deux protagonistes autour d'une même table. Vous avez vu, pour Tshisekedi et Kagame, on n'a pas vu de sanctions. Mais s'ils se sont retrouvés au Qatar, c'est que quelque part, il y avait des pressions. Pression négative ou pression positive, mais il y avait des pressions qui ont fait que les deux qui ne se regardaient pas puissent se retrouver autour de l'émir du Qatar. Voilà, monsieur Nikez Kibelbel, dites-nous, beaucoup de Congolais sur le net sont en train de commenter disant que si le M23 arrivait à prendre Kisangani, il n'acceptera plus les dialogues. Qu'en pensez-vous? Ah mais oui, mais c'est le schéma de la FEDEL. Vous savez, à l'époque de Mobutu, je pense que c'est Likulia qui était le premier ministre, le professeur Likulia, le général Likulia, qui disait qu'il y avait des frappes chirurgicales, que Kisangani ne tombera pas. Aussitôt que Kisangani est tombé, finalement, on a compris que
le verrou était levé. On est venu mettre le verrou à Kenge. Kenge, c'est à presque 300 km, 200 km de Kinshasa, sur la route asphaltée. Il y a eu des combats là-bas à Kenge, avec d'ailleurs les gens de Savimbi qui sont entrés du côté zaïrois. Mais ça n'a pas tenu. Le verrou a été levé. Donc, si Kisangani tombe, les chances de négociation diminuent. Okay. Sauf s'il y a toujours des pressions. Mais à l'heure qu'il est, Kisangani est à 500 km. Et comme j'ai dit, je le répète, en donnant l'exemple du Soudan, la capitale Khartoum avait été conquise pendant 2 ans par les rebelles de force spéciale. Rapide. 2 ans après, le président est revenu et avant-hier 26, il est entré triomphalement dans Khartoum. Il a récupéré le palais présidentiel dans les State House. Donc tout est possible. C'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre. N'oubliez pas que Tshisekedi disait, le président Tshisekedi disait, même lorsque le M23 arrivera devant ma porte ici, au palais, disons, au Mont Galiema, je ne négocierai pas. Donc cela signifie que chacun affûte ses armes et rien n'est encore gagné. Je vous ai donné l'exemple ici du RCD. Vous savez qu'à l'époque, le 2/3 du territoire national était sous contrôle des rebelles. Jean-Pierre Bemba contrôlait des Imese à Kanyabayonga. Donc un territoire plus vaste même que celui des RCD. Le RCD contrôlait nous pouvons dire, des Kanyabayonga qui s'engagent jusque, si vous voulez bien, jusqu'à Goma. Mais on a fini par un dialogue. Et chacun a accepté le dialogue parce qu'il y avait des pressions. Donc, tout est possible, rien n'est joué d'avance, il y a encore beaucoup à faire, mais le souhait de tous les Congolais, c'est que la guerre prenne fin, que les armes se taisent. À l'est de la République démocratique du Congo. Alors, Nikes, pour finir cette émission, dites-nous, s'il vous plaît, pourquoi à chaque fois que le M23, le mouvement du M23 AFC proclame ou bien annonce un cessez-le-feu, après quelques jours, toujours il reprend les affrontements. Comment expliquez-vous ça? Mais c'est une stratégie de la guerre, comme j'ai dit. Parce que le cessez-le-feu signifie beaucoup de choses. Signifie que le temps de vous renforcer, le temps de renfort, de ravitaillement. Alors, ne crois que celui qui est naïf, les FRDC ne croient pas au cessez-le-feu de M23. Okay. Quand vous lisez les communiqués signés par le général Sylvain Ekenge, il dit bien, nous prenons acte, mais nous sommes vigilants. Mais nous vous demandons de retourner d'où vous êtes venus. Or, tout le monde sait que le M23 n'est pas retourné à Kibati. Bon, si le M23 était retourné à Kibati, c'est-à-dire à 100 km de Walikale les centres. À ce moment-là, les FARDC pouvaient dire, si les affrontements ont repris, cela signifie que personne ne fait confiance à l'autre. Assurément. Donc, annoncer le cessez-le-feu, c'est bien, ce n'est que pour les naïfs pour croire. Parce qu'un cessez-le-feu, sans un mécanisme de contrôle, ne vaut absolument rien. Merci beaucoup, Monsieur Nikes. C'est avec ces mots que nous tirons les rideaux de cette production d'aujourd'hui. Peut-être si vous avez un autre mot à ajouter en conclusion. Comme Congolais, tout ce que nous souhaitons, avec tout ce que nous traversons, c'est que la paix revienne, c'est que les armes se taisent, c'est que le belligérant, les protagonistes se retrouvent autour d'une table pour une solution définitive. Mais le vrai problème, il faut que le médiateur ou les facilitateurs soit quelqu'un qui a un charisme qui fait que toutes les parties au conflit puissent l'écouter et le respecter. Et nous voulons la fin de la guerre. C'est tout ce que nous souhaitons et c'est notre vœu le plus ardent. Voilà, merci beaucoup de vos réflexions, cher confrère Nikes. Merci d'avoir répondu encore une fois présent à notre invitation. Merci, c'est toujours un plaisir de partager avec vous. Nos téléspectateurs sont toujours également contents de vos réflexions que vous nous produisez toujours chaque semaine sur Web Information TV. Ça, je vous le signale. Alors, je suis heureux. Merci. Madame, Messieurs, merci de nous avoir regardés. Et je crois que vous êtes abonnés sur notre chaîne. Sinon, abonnez-vous et partagez nos publications. Likez, commentez, cela ne fera du mal à qui que ce soit. Je vous fixe un nouveau rendez-vous à très prochainement. Au revoir.